Bien, chers téléspectateurs d'Africa TV, le monde bouge et une jeune génération de Nigériens réclame l'indépendance réelle pour leur pays. Nous sommes au XXIe siècle. Et suite aux propos, à la réclamation, à la dénonciation des accords coloniaux par ces militaires nigériens, la France retorque que, en tant que putschistes, ils n'ont pas qualité, qu'elle attendrait de discuter ces accords avec un gouvernement légitime, le gouvernement qu'aurait élu le peuple nigérien. Donc, face à de tels propos par rapport, qui ressemblent visiblement à des excuses ou à une espèce de feinte, nous nous tournons vers le spécialiste des relations internationales pour discuter certainement des questions de souveraineté. Que signifie la souveraineté au XXIe siècle? C'est la première question de notre entretien. Professeur Chanda, bonjour. Bonjour. Professeur, est-ce que le concept de souveraineté a encore un sens au XXIe siècle avec la fameuse mondialisation et à côté avec ce qu'on appelle la communauté internationale? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais simplement vous reprendre sur votre introduction pour dire il faut distinguer entre la provocation, l'injure, l'erreur, et peut-être le manque de jugement. Mais à propos de l'injure, il faut encore faire une nette différence. Il y a une injure simplifiée qui peut être grossière, banale à la limite. Et il y a l'humiliation. Je crois que ce qui motive notre échange cette fois-ci réunit un peu tout cela. C'est bien de s'interroger sur la notion de souveraineté et le concept de souveraineté nationale. Mais, vous savez, il lui était mieux de commencer à se poser la question: est-ce que les traditions racistes que véhicule la colonisation et qui met en exergue les théories de peuples supérieurs et de peuples inférieurs, de races élues et de races esclaves, de dominés et de dominateurs. Un état de choses, un état de fait, à la fois historique, anthropologique et matériel. Vous avez comme ça des traditions de mépris qui parcourent toute l'histoire de l'humanité. Sous le colonialisme anglais, en ex-Rhodésie, le premier ministre Ian Smith était arrivé en visite et les Noirs étaient partout en bordure des routes, tenant des pancartes. Nous voulons être libres.
certains avaient envahi les arbres environnants. On prête au Premier ministre de l'époque britannique une déclaration qui a tout son sens. Quand son garde du corps qui se tenait derrière lui dans la voiture lui dit « Mais vous avez vu là-bas tous ces gens-là » Il a répondu « Ne vous occupez pas d'eux. C'est de là-bas qu'ils viennent. Ce sont des singes, ils sont mieux sur les arbres. » Il s'est passé plus de 70 ans après. 50 ans si vous voulez, 40 ans, 30 ans peut-être. 20 ans. Lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre aux États-Unis, 2001, le président George Bush, qui se trouvait en visite dans un collège loin de la capitale, a eu cette réaction. C'est une guerre entre les civilisés et les non-civilisés. Ce sont les non-civilisés qui ont fait ça, les barbares. Le premier ministre italien de l'époque, Silvio Berlusconi, a dit « Quoi qu'il arrive, la civilisation occidentale sera toujours supérieure à l'islam et aux autres. » Beaucoup plus en arrière, le président Ariel Truman, en 1948, déclare que les États-Unis combattront le communisme partout dans le monde et partout où la liberté sera menacée. Il vous souvient que Mandela était considéré comme un terroriste, un champion du crime, un hors-la-loi et un barbare. Ce que je voudrais vous dire à propos de votre question, bien qu'il était important de planter ce décor, ce qu'on appelle globalement ou grossièrement droit international est tout simplement un corps de normes reflétant un état des rapports de force qui a amené des peuples, une civilisation, une culture, une manière de voir et de faire à ériger ces valeurs d'abord comme coutume, ensuite comme pratique et enfin comme règle de conduite universelle. La notion de souveraineté en réalité ne résiste pas devant une appréhension première qui voudrait que cordonnier soit maître chez lui, que tisserand soit maître chez lui, et qu'en réalité, les peuples se déterminent, s'organisent, se gèrent dans l'espace ou sur l'espace où ils sont implantés et reconnus selon leurs propres valeurs. Quand en 1960,
on adopte la résolution 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux peuples et aux territoires non autonomes, quelque temps après, on adopte une autre, 1541, il suffit simplement d'inverser 4 et 1, qui reconnaît au peuple le droit, la liberté de choisir leur propre forme de gouvernement. Si vous voulez parler de souveraineté, je pense que nous avons là juste une petite esquisse. Mais dans le même temps, si nous nous situons dans le contexte historique, autant que dans le contexte contemporain, nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure, il y a eu énormément de résistance à valider même l'existence de certains peuples. Ce que nous vivons aujourd'hui et les discours que nous entendons ne sont pas loin de l'idée selon laquelle il existe des peuples inférieurs qui doivent être dominés éternellement et des peuples supérieurs. Il existe dans la tradition juridique et politique tout un esprit de déni du statut, de la qualité, des attributs, du sens, de la mémoire, de l'intelligence et même des formes de l'être humain à certains peuples, particulièrement aux Noirs. On en est arrivé à nous dire que l'humanité s'entend, moins les Noirs, et que ce qui est rattaché à la bonté, aux bonnes mœurs, aux bonnes pratiques et à la civilisation de l'intelligence, de la création et de la technologie est étranger aux Noirs. Si je donne des enseignements sur le droit international humanitaire et la pratique de l'humanitaire, on a mis dans la tête des Noirs, des Africains, que l'humanitaire, dans le sens de l'humanité, le sens premier de l'expression de la solidarité et de la compassion, est une émanation de l'Occident. Et pour bien faire, on nous a abrutis avec des institutions comme la Croix-Rouge internationale, auxquelles on a affecté le monopole de la piété et de la solidarité. Et vous avez des universitaires qui ont plus de 60 ans, des sexagénaires, qui vous disent l'inventeur de l'humanisme même à la limite, parce que quand on parle du droit humanitaire, c'est tout simplement la référence à la mécanique de l'assistance et de la solidarité. C'est tout cela qui porte l'humanisme, puis l'humanité. Ils vous disent que c'est un Suisse qui a inventé l'humanitaire. Et au nom de quoi on nous rappelle donc
que c'est de bon ton que l'on vienne nous enseigner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, à propos de souveraineté, pour qu'on ne se perde pas, c'est une grossière inutilité. Aucun peuple n'a besoin de l'autorisation d'un autre peuple ou d'une quelconque institution pour exister, pour exprimer ses droits, pour consacrer l'ensemble des attributs de sa personnalité identitaire. Laissez donc de côté la notion de souveraineté et le concept même de souveraineté nationale. Posons-nous la question, est-ce qu'on peut encore croire que tous les peuples s'acceptent et se reconnaissent comme des entités identitaires, indépendantes, autonomes, libres et déterminées sur des aires géographiques précises? C'est cela la question. Un ministre qui vous dit, un homme d'État, qui vous dit, c'est nous qui décidons qui traite avec nous. C'est ce que ça veut dire. En fait, le civilisé dénie au non-civilisé traité de singe le droit de se déterminer par lui-même et de poser des actes qui s'imposent aux civilisés. Et ne cherchez pas très loin. Vous retrouvez ça dans le quotidien. Pour ceux qui ont vécu en Europe, aux États-Unis, un peu partout, à chaque moment de votre vie, de votre existence en Europe, vous ressentez que vous êtes un singe, parce qu'ils vous le disent. Puisqu'on l'a dit à un ministre, l'ancien ministre de la Justice, sous Hollande, je ne vais pas citer son nom, un élu français a dit, après tout c'est un singe. Il a même proposé de lui donner un doigt de banane. Donc à propos de souveraineté, je préfère qu'on n'en parle pas. La question c'est, est-ce que le français, la France, le peuple français reconnaît aux Africains la qualité, la spécificité, l'identité propre de personnes libres, exactement comme le sont les Français. Le ministre français qui a tenu ses propos ne peut pas le dire. Des Pays-Bas, des États-Unis, même de la Thaïlande, même de Singapour. Ils sont à l'aise pour le dire à propos des Africains. Donc, c'est là le piège. On nous a enfermés dans des notions et des concepts qui, à l'analyse et à l'examen minutieux, se retournent contre nous. Il ne faut pas entrer dans ce jeu. Sommes-nous des peuples libres, libres de déterminer notre propre forme de gouvernement ou non? C'est la seule question. Une fois que vous avez répondu à la question, le gouvernement, le président français, les hommes politiques français doivent gérer la France, les Africains gérer l'Afrique, le Niger gérer le Niger, le Cameroun gérer le Niger. C'est tout. Nous n'avons besoin d'aucune référence
à des normes dites internationales, dites de droit. C'est des conneries, si vous voulez. Il n'y a pas besoin de tout ça. Est-ce que le voisin vous dit qui sont vos enfants chez vous, comment vous organisez votre quotidien, vos repas, vos réunions de famille? Non, pas du tout. Ce n'est pas la France qui viendra décider de l'héritier ou du fils successeur dans la famille de Sanda Tomé, ou de M. Koukam Jacques, ou de M. Amadou Kourouna, ou de M. Ouattara, ou de M. Macky Sall. Sauf si les gens se prêtent au jeu de penser qu'ils ne sont rien, qu'effectivement, ils ne représentent rien, qu'effectivement, ils sont des peuples éternellement dominés, inexistants même comme êtres humains, sauf à ces conditions-là. Mais je constate que les Nigériens ont dit, nous, on est libre, on se détermine comme on veut, et vous nous laissez tranquilles. Je pense que le débat, c'est ça. N'entrez pas dans les concepts et les notions, vous allez vous perdre. Merci. Merci pour cette belle mise en train, belle mise en chemin sur les compréhensions et les appropriations africaines et externes de la notion de souveraineté que vous avez estimé ou que vous estimez non pertinente pour l'occasion. Mais en l'état, on ne peut pas faire fi du concept de souveraineté dans le cadre du rapport entre deux entités, comme dit, entre deux États, dans les rapports entre deux États aussi facilement. On peut penser qu'il y a une distinction entre les rapports entre les individus, entre les peuples et les rapports entre les États. Dans la situation actuelle, celle du Niger en l'occurrence, on parle de souveraineté de l'État nigérien sur sa population, sur son territoire, sur ses rapports avec les autres. On peut quand même se questionner, se poser la question de savoir qui est l'interlocuteur de l'État nigérien avec ses partenaires, ses voisins immédiats, ses partenaires africains, ses partenaires étrangers occidentaux, etc. Dans le cas actuel, on n'est pas encore certain il peut y avoir encore une confusion sur l'interlocuteur idéal ou bien idéal. Ça peut être l'objet de multiples interprétations. La question est la suivante. Quels sont les critères avant d'évoluer? Quels sont les critères à partir desquels on peut identifier qu'un État est souverain? Si on situe les uns et les autres à ce niveau, ça permettrait d'évoluer dans un sens. Pour ça, je ne sais pas si j'ajoute quelque chose là. Peut-être ce n'est pas une réponse. J'ai quand même constaté que M. Macron a décidé de ne plus discuter avec nos chefs d'État, mais de discuter avec des jeunes qu'on appelle société civile. Dans quoi sommes-nous, au fond? Très bien. Parce que si vous aviez continué, j'allais vous demander d'aller travailler à France 24. Comme spécialiste, je vois, et souvent ils font venir des types. Ils sont tous spécialistes de l'Afrique. Il y en a même qui sont même spécialistes de vos villages. Ils vous laissent, c'est eux qui parlent de vos villages. Non, écoutez. Si votre fixation, c'est ce qu'ils appellent droit international, je vous ai renvoyé à la résolution 1541 sur le droit pour les peuples de choisir librement leur propre forme de gouvernement. Vous êtes au Cameroun, vous êtes à Paris, vous voulez un interlocuteur au Niger? Est-ce que M. Macron ou son ministre des Affaires étrangères connaît le plat national au Niger? Ce qui se mange le plus commun? Non.
Pourquoi il ne va pas s'occuper du choix des chefs traditionnels? Vous avez déjà entendu un Africain se poser la question de l'interlocuteur français? Les peuples décident eux-mêmes. Laissez l'idée d'État, la notion d'État. C'est une formulation contemporaine qui ne recouvre pas encore l'ensemble des réalités institutionnelles qu'implique la gouvernance des peuples. On débat encore de savoir l'État, c'est quoi? Un peuple, un territoire, une autorité administrative. Et les royaumes, c'est quoi? Les monarchies, tout ça, c'est quoi? Laissez de côté. Quittez cette question. Abandonnez-la. Vous allez être hors sujet si vous insistez. Le débat ou la querelle. Est-ce que les Nigériens ont le droit de déterminer qui les gouverne? Ça ne vous regarde pas. Qu'ils se bagarrent au couteau, à la machette, tout ce qu'ils veulent. Et le plus fort, hey, nous parlons pour le Niger, c'est tout. La France cherche quel interlocuteur? Est-ce que nous nous sommes posé la question d'un interlocuteur aux États-Unis quand il y a eu la gigantesque tricherie et l'embrouille entre Al Gore et George Bush à Miami? On ne pose pas la question. C'est clair, le frère de Bush était gouverneur, ils avaient manipulé. Ça ne nous regarde pas. On attend la voix de l'Amérique, c'est tout. Il y a eu des problèmes, des bagarres là-bas, et quelqu'un est ressorti avec les emblèmes de l'Amérique pour dire c'est l'Amérique. Et on voit un peuple en ébullition qui dit c'est nous, c'est ça. Vous vous en tenez à ça? Vous arrivez dans une concession pour rendre visite. Il y a plein de bagarres à l'intérieur de la concession. La porte est fermée. Après, on ouvre la porte, on dit, c'est vous qui, vous voulez quoi? Nous voulons parler au père de la concession. Puis quelqu'un se présente. C'est moi le père. Vous avez un autre? Pour l'instant, c'est le général Tchani, qui est le chef de l'État, président de la République, chef des institutions, commandant de l'armée, de la magistrature et de la diplomatie au Niger. La France, tout ce qu'elle a à faire, c'est de prendre acte. Ça ne la regarde pas. Et comme vous aimez tellement parler de droit international, il y a ce qu'on appelle le catalogue des 7 principes régissant la coopération et la coexistence pacifique entre les États. Et à l'intérieur, il y a la non-ingérence. Non-ingérence, non-interférence dans les affaires internes d'autres États. C'est tout. Il faut s'en tenir à ça. On ne doit pas nous forcer à des débats. Qu'on laisse les Nigériens faire leurs affaires rapidement, retrouver les chemins de l'école, des usines et tout pour construire leur pays. Alors, vous venez dans un pays, vous commencez à dire il y a des problèmes, vous amenez vos avions officiellement pour embarquer vos nationaux, vous commencez à vider tous les étrangers. Pour qu'on dise que ça ne marche pas. Non, pas du tout, on ne fait pas ça. De Gaulle avait menacé, Sékou Touré avait dit, nous préférons être des hommes libres. Ok? Libres. En étant même
pauvres que des esclaves en étant dans l'opulence et riches, tout ce que vous voulez. Est-ce que l'État, est-ce que le pays, est-ce que le peuple guinéen a disparu? Il a disparu? Non du tout. Il est bien en place. L'espace géopolitique appelé Guinée dans la maposphère existe toujours. Depuis, ils ont connu plusieurs chamboulements, des coups d'État, des élections même et tout. Et puis, qu'est-ce que vous appelez élection à la fin? Ce sont des mécanismes créés, conçus, élaborés et actés par des peuples pour déterminer leur forme de gouvernance, la qualité des institutions, l'ordonnancement et l'équilibre des organes, et puis les ressources humaines pour les animer. Ça peut se faire autrement. Ça se fait selon ce que chaque peuple entend. Peut-être qu'en France, on organise des trucs à 2 tours, à 1 tour, le scrutin majoritaire, uninominal, le scrutin ainsi de suite. Peut-être qu'ailleurs, on dit boum, 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 et puis on a décidé qui est président, qui fait quoi. Peut-être qu'on va chez les marabouts du village. Qu'est-ce que vous nous dites là? On fait comment? Il n'existe pas de corps de règles prédéterminées, universalisées, consensualisées pour le choix des gouvernants, le choix des formes de gouvernance, les déterminismes d'émergence et de déchéance des pouvoirs. Il n'existe que des territoires qui sont des aires géographiques composant la sphère géopolitique qu'on a appelée nation pour la somme des cultures et pour la vue identitaire anthropologique, des États pour la cohérence de la coopération avec d'autres entités s'exprimant sur la scène internationale, tantôt à travers des arrangements, des pactes, des conventions et des lois internationales, tantôt à travers des représentations, des structures diplomatiques accréditées chez les uns et chez les autres. Mais de grâce, arrêtez de vous poser la question d'interlocuteur. Parce qu'il y a... Vous voulez choisir l'interlocuteur qui est au ciel? On dit souvent il y a Dieu au ciel et les hommes sur la terre. Vous êtes biblique? Le pauvre, est-ce que Dieu viendrait déterminer qui est interlocuteur sur la terre? Les gens ne se posent pas la question. Vous ne posez pas la question. Quelqu'un vous dit, écoutez, les choses que nous avions faites là, nous on n'est plus dedans, on n'est plus avec vous. C'est une famille qui parle. Ah non, 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 non. Moi, je ne crois pas à ça, j'accepte pas. J'attends que quelqu'un d'autre dans cette famille vienne parler. Mais non. Non, en attendant, quittez la famille. Pourquoi vous insistez tant? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette affaire. Les accords dont on parle, c'est quoi? C'est une somme
d'arrangement intervenant dans un contexte où il y avait un grave déséquilibre en termes de rapport de force, sur tous les plans, économiques, militaires, politiques et diplomatiques. Pour ça, il faut d'ailleurs s'interroger sur le moment de ces accords et qui était l'interlocuteur à ce moment. Nous, on a l'indépendance quand, avec une histoire tracée jusqu'à l'indépendance sans qu'il y ait de gouvernement chez nous. La France met en place des accords, je veux dire, permettez le terme, imposés à ceux qui vont prendre le pouvoir à ce moment. Est-ce qu'on peut considérer que à ce moment, la France avait un interlocuteur pour discuter des accords? Et le premier de ces accords, on le connaît, c'est le remboursement de la dette coloniale liée à ce qu'ils ont considéré comme les bienfaits de la colonisation. Donc on peut même s'interroger sur le sens même de ces accords, qui discutaient de ces accords, puisque si on dit accord, ça veut dire qu'il y a deux parties qui rentrent en scène. Et tout de suite, c'est un commentaire qui sollicite votre point de vue. Il ne faut pas forcément se ranger au discours vengeresse, au discours de la critique systématique et automatique. C'est vrai, les contemporains ont toujours quelque chose à regretter sur le travail fait par ceux qui sont passés avant, sur l'histoire même. Ne reprenons plus ce chemin et nous attendons là-dessus. Ça vaut pour beaucoup de ceux qui se revendiquent panafricanistes. Ils nous attendent là-dessus, sur la critique systématique de l'histoire. Parce qu'ensuite, ce qu'on va nous rétorquer, si vous vous êtes fait dominer par des gens qui étaient plus rusés que vous devez vous en prendre à vous-même. Et c'est peut-être encore la preuve que vous êtes des sous-hommes, que vos valeurs, vos cultures n'ont pas tenu dans la concurrence, dans la confrontation avec d'autres valeurs, d'autres cultures. Donc, il ne faut pas reprendre ce chemin. Ils nous attendent là-dessus. Ils ont entendu ça tout le temps. Et d'ailleurs, on n'hésite pas à vous dire que font vos contemporains? Est-ce qu'ils font mieux? Restons dans ce pourquoi nous avons commencé nos échanges. Ce n'est pas tant que les gens détestent le président qui est parti. Ce n'est pas que ceux qui viennent, forcément, n'auront aucune relation avec la France. C'est une question de respect mutuel. Vous savez, vous dire, vous savez, le président George Bush, après les attentats, en dépit de sa première déclaration malheureuse, il avait fait une sortie qui avait fait couler des larmes aux Américains. Et pas seulement aux Américains. Il avait dit: pourquoi nous déteste-t-on tant à travers le monde? Il avait dit ça. Lui en tant qu'Américain. Non plus en tant que président. Il se pose la question: pourquoi nous déteste-t-on tant à travers le monde? Vous savez, il y a eu quelque chose d'extraordinaire dans la lettre adressée à Poutine par Paul Biya à son retour de la rencontre de Saint-Pétersbourg. L'histoire, quand nous avons été dans la dureté, dans la souffrance, dans la quête d'indépendance, vous avez été à nos côtés. Ce n'est pas un chef d'État exemplaire. Ce n'est pas un chef d'État modèle sur tout ce que vous pouvez imaginer.
mais pour l'expression, la manifestation de la fierté de l'Afrique, des peuples noirs, des colonisés, des gens qui ont subi l'oppression. Il a posé un acte modèle, si vous voulez. Et à partir de là, il a incarné immédiatement à l'instant le modèle de ce que les Africains attendent. Dans leur rapport ou dans l'analyse de leur rapport avec le monde extérieur. Parce qu'il fallait être très courageux pour le dire. C'est une manière de dire à tous ceux qui disaient n'y allez pas, ceci, cela, non. Il y a un acte de reconnaissance parce que l'histoire nous interpelle. Nous marchons pas seulement avec le présent et le lendemain, mais avec l'histoire aussi. Et je crois que Monseigneur Jean Zoa avait la coutume de dire, quand quelqu'un avait commis une grosse bêtise, il disait, il a manqué de vue. Et il implorait le pardon pour cette personne. Nous ne ferons jamais sans la France. Il faut que ce soit clair. Nous ne ferons jamais sans les États-Unis. Tout comme nous ne ferons jamais sans les Russes, sans les Chinois, sans les Allemands, ainsi de suite, sans les Espagnols. Le monde est irrémédiablement engagé dans des rapports de cohabitation. De même, il y a toute une démarche d'autocritique à entreprendre, pas simplement pour les Africains, pas simplement pour les Européens, les Américains et les Occidentaux, mais également pour les Africains. Nous nous sommes trop mis dans la position d'avoir à subir, à demander et à commander. Quand vous entendez les sommes énormes qui sont détournées dans un pays, en milliers de milliards, et c'est commun un peu partout en Afrique. Pas que nous ayons l'apanage ou la spécificité des détournements des deniers publics ou la mauvaise gouvernance. Mais quand ça intervient dans des pays où tout est à faire, où on manque même de l'eau potable, où on manque de l'électricité, où les enfants manquent de toits à l'école, où on a encore des régions où les enfants s'asseyent par terre pour suivre un maître dans des baraquements sans fenêtre ni toit. C'est cela qui fait problème, si vous voulez. Et aujourd'hui, placé dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il faut avoir la critique et l'analyse humble et surtout responsable. On vous dira, on connaît des pays à qui on a donné peut-être toute leur indépendance, tous leurs minéraux, ils demeurent néanmoins pauvres. On vous a souvent dit que le Congo démocratique est un scandale naturel. Un scandale à nul autre pareil, si vous voulez. Quand vous entendez qu'on retrouve chez les membres du gouvernement des sacs et des sacs de dollars, et le reste du pays souffre. Nous disons aujourd'hui, d'accord, là encore, c'est notre affaire. Laissez-nous, on va se débrouiller à mal gérer autant qu'on pourra, mais on parviendra à un point où nous allons faire notre révolution. Parce que ce qui est évident, c'est que ceux qui, à travers le monde, agitent les discours racistes, les discours de déni d'indépendance et d'autonomie pour nos États, trop souvent, ont l'intelligence des sommes déposées dans des banques à l'étranger, l'intelligence de l'ampleur des détournements
du gaspillage. Vous savez, un Japonais un jour a dit, je me suis rendu en Afrique dans une dizaine de pays, j'ai été choqué et préfère ne plus y aller. Il m'a dit, j'en suis arrivé à me demander s'ils aiment vraiment leur pays, à voir leur comportement, les gaspillages, les attitudes des élites face à l'argent, face aux agapes. Comment aussi facilement ils peuvent être corrompus par un étranger pour tuer un projet. C'est ça le revers de la médaille. C'est pour ça qu'il faut avoir la critique et l'analyse sobre. Nous n'admettrons pas que quelqu'un nous dicte de l'extérieur la manière dont nous allons nous organiser. Nous n'avons pas fait la Révolution française. La France a fait sa révolution. Nous n'avons pas fait la Révolution américaine. Elle a fait sa révolution. Elle s'est unifiée. Elle a connu sa guerre civile, sa guerre de sécession même. Elle est devenue une grande nation, une union. Les États africains doivent être libres de faire leur révolution. Mais comme vous le savez aussi, et c'est là où le bas blesse, avons-nous suffisamment construit des nationalismes efficaces et authentiques pour nous prendre en charge et taire les critiques? Ça, c'est une bonne question également. Et je voudrais laisser ça à votre méditation parce que si vous prenez 10 Africains sur la question du Niger, on va nous brocarder la souveraineté, on va nous brocarder l'indépendance nationale, on va nous brocarder le panafricanisme. Nous sommes tous d'accord. Y compris d'accord que ces puissances extérieures ont sémé la merde et qu'il est temps que ça s'arrête. On crée les djihadistes et tout ce que vous voulez. Se sont assis sur nos richesses, l'uranium du Niger. On dit le pays le plus pauvre du monde, mais il contribue à au moins 20 à 50%, voire plus, à la fourniture de certaines matières indispensables pour la production d'électricité et beaucoup d'autres biens de consommation pour les pays occidentaux. Est-ce pour autant qu'on doit leur dénier le droit de se gouverner, qu'on doit leur indiquer qui doit être chef chez eux? Je crois que toute la question est là. Nous ne sommes pas exemplaires, mais historiquement, nous n'avons pas été dans des situations qui nous permettaient absolument de nous prendre en charge sans aucune interférence. Et si tel a été le cas, plaignons et critiquons la colonisation, mais revenons à des choses plus simples. Vous vous souvenez de mon livre qui est très plagié à travers le monde. Fondement culturel du rétal l'Afrique noire. C'est un de mes ouvrages publiés en 2010 ou 2012, je me souviens. Il y a d'un côté l'ordinateur, il y a d'un côté le masque. Et un point d'interrogation entre les deux. Aujourd'hui, entre les statuettes en bois et les logiciels d'ordinateur, qu'est-ce qui gouverne le monde? C'est bien d'aller se battre pour récupérer des statuettes en bois, repartir à travers le monde, de petites sculptures en pierre, de Dogon, de Bamoun, de Baoulé. Est-ce que ça gère les comptes bancaires? Est-ce que ça gère
des laboratoires de recherche. Et la question en revient là. Avons-nous avancé? Où étions-nous? Comment étions-nous préparés à affronter le monde? Pourquoi nos rois et nos seigneurs ne sont pas allés à la conquête de l'Amérique? Pourquoi c'est la France et l'Europe qui colonisent l'Afrique et non l'inverse? C'est où l'ADN qui fixe les termes de référence des rapports entre l'Occident et l'Afrique et qui induit la subordination éternelle de l'Afrique? Peut-être dans leur tête, dans le façonnement de leur être, c'est implanté comme quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Que faire pour changer les données? Voilà la question. Peut-être, prof, la grande question, c'est le fait d'avoir transformé notre modèle culturel à travers la religion, par exemple, et de nous avoir laissé et exiger une trajectoire qui est la leur. Quand on étudie l'histoire, on voit bien un désir d'appropriation du monde chez les Africains jusqu'à un moment donné de l'histoire, quand la rencontre avec l'Occident change la trajectoire, parce que la rencontre avec l'Occident vient introduire la violence dans ce rapport et nous fait perdre ce que nous étions pour désormais nous subordonner à ce que l'Occident veut que nous soyons. À partir de ce moment, on a envie de se demander, peut-être que c'est le chemin qu'eux ils ont et qu'ils nous imposent qui pose problème. Donc on ne peut pas dénier chez nous le désir de conquérir le monde, mais peut-être que la trajectoire, même qu'on parle de la corruption, même qu'on parle de... Peut-être que c'est le modèle non consensuel par nous que nous engageons, dans lequel nous nous engageons, qui pose problème. Quand vous mettez l'huile et l'eau dans un bocal, vous versez les deux au même moment. À un moment donné, au repos, il y a l'un qui va au-dessus. Qui va au-dessus. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. De même, vous prenez 2 noix, les noix de palme. Un qui est sec, un qui est encore frais. Vous plongez dans un bocal, vous avez un qui émerge, l'autre qui reste. Il y a une idée de consistance. Cette consistance, c'est la composition. La composition, elle est organique. Elle va chercher dans les substances que l'on peut disséquer et déterminer, en fait, leur nature. Vous ne sauriez, a priori, placer les rapports entre des peuples dans une éthique de libéralité intelligente. Non. C'est-à-dire que tout se passera, comme on dit, ça va comme ça va, ça vient comme ça vient, pour prendre là je serais populaire. Non. Il y a
l'idée de calcul. Et quand bien même il n'y aurait pas l'idée de calcul a priori, il y a des prédispositions. Et ces prédispositions, parlant des peuples, renvoient aux valeurs. Et en évoquant les valeurs, on parle du contenu, de la solidité, de la qualité, de la construction même des dites valeurs. Ceux qui ont fait la philosophie comprennent bien quand on dit le vous et le moi, le senti et le ressenti, le psychique et le psychologique. On est toujours à des prédispositions complètement différentes. Le président qui dit « Pourquoi nous déteste-t-on tant à travers le monde ?» Mais il ne s'est pas posé la question « Qu'est-ce que l'Amérique a fait au monde pour qu'on déteste tant les Américains ?» Et quelqu'un d'autre lui dira « On s'en fout !» Quand Ronald Reagan arrive au pouvoir en 1981 aux États-Unis, il n'y a pas longtemps qu'on est sorti de la guerre du Vietnam, les années 70, les accords de paix de Paris. Ça a été l'humiliation pour les États-Unis. Certains sont revenus fous. On avait honte. On a montré les photos des crimes les plus barbares. Ils ont déversé des tonnes et des tonnes de produits chimiques pour éradiquer des villages entiers, tuer des centaines de milliers de gens. Ça, c'est l'Amérique. Sur le coup, quand les images arrivent, c'est la honte. Vous savez, ça fait partie de Nixon et tout ça. Quand Ronald Reagan arrive au pouvoir, il dit, et je vous signale qu'à cette époque, on est à l'apogée de la puissance dictatoriale des pays dits du tiers-monde du Sud au sein des instances internationales. Ces pays font voter des résolutions les plus dures contre les Occidentaux. Ronald Reagan arrive et dit, on a honte de quoi? Nos enfants, nos soldats sont allés lutter pour la liberté, enseigner la démocratie, enseigner les valeurs religieuses à des sauvages. Il faut en être fier. Il fait ériger à Washington un monument à la gloire des vétérans, des anciens combattants. Il crée des programmes spécifiques pour les intégrer dans l'administration et dans la société. Il leur redonne la fierté de l'Amérique. Il vient à l'ONU, il dit, on parle de quoi ici? De majorité quoi? C'est quoi cette majorité? Il pèse quoi et combien? Il contribue pour combien? Il paye 0 franc. Et même ça, il n'arrive pas à payer depuis 20 ans. Nous, on paye tout. Et puis, il vient nous insulter ici. Ça suffit comme ça, messieurs. Voilà Ronald Reagan. Et s'il fallait vous rafraîchir la mémoire, il sait ce que l'Amérique a fait. Il sait comment les autres pensent et ce qu'ils en pensent. Mais il est le président des États-Unis d'Amérique. Il doit être fort et rester fort. Sarkozy le redit à Dakar. J'ai été élu par la France, par les Français, pour défendre les intérêts de la France. J'ai choisi de venir à l'université Cheikh Anta Diop parler à la jeunesse africaine et non pas d'aller au Parlement, parce que c'est vous l'avenir. Moi, je défends la France. J'ai été élu par les Français. Choisissez les gens que vous nous enverrez pour parler en votre nom. Nous traiterons avec eux. C'est ce que dit Sarkozy. Et déjà en 1973, Henry Kissinger dit
dans un discours prononcé au Foreign Policy aux États-Unis, l'Institut de Foreign Policy, qui est le plus grand think tank, en 1973, un discours programme sur la politique étrangère des États-Unis. Il dit, dans les décennies à venir, les plus grands défis auxquels sera confrontée la politique étrangère des États-Unis sera comment faire et que faire devant des peuples qui pendant longtemps auront considéré la domination et l'oppression comme un don de Dieu et qui vont s'élever, marcher tout droit devant eux pour leur liberté. C'est ça qu'il faut reprendre aujourd'hui et le dire aux autorités françaises. Et ce que je dois vous dire, ça ne vient pas d'eux. Ça vient des réalités qu'ils vivent, qu'ils connaissent, qu'ils ont même intégrées. Mais dans leur planification, la volonté de puissance, de maintien de leur domination est sans pareil. Que faire? Levez-vous, faites le maximum que vous pouvez pour renverser tout ce qui est sur la table, changer les règles et avancer devant vous pour votre liberté, comme disait Henry Kissinger. Aussi simple que ça. Allez puiser chez l'ennemi même les sources et les ressources de votre libération, parce que chaque peuple qui ne le fait pas, qui refuse de puiser dans ses valeurs les sources et les ressources de sa liberté et de son organisation, se verra renvoyer sur la face de l'extérieur ce qu'il faut faire. Le discours de De Gaulle à Londres pour la France libre n'était pas écrit par les Africains ni par les Américains. C'était par les Français et par un Français. Et ils se sont battus dans les conditions qui leur étaient imposées à l'époque, dans une France ruinée. L'Afrique qui tient debout aujourd'hui, en réalité, est un squelette qui apprend encore à marcher. Mais simplement, c'est quand même une entité solide qui a des États et qui doivent, à travers leur peuple, se déterminer le plus librement que ce soit. On le sait à Paris, on le sait à Washington, on le sait à New York, on le sait à Genève, à Bonn et à Stockholm. C'est les Africains qui ne le savent pas eux-mêmes. Et quand vous commencez à poser la problématique de la souveraineté, c'est que vous posez la problématique de la valorisation de votre propre identité. C'est une notion abjecte, désuète, conquérante et dominatrice, fabriquée de toutes pièces. Le chef de mon village n'a rien à faire avec toutes ces notions-là. Tout ce qu'il sait, c'est que le jour où il délimite le territoire, comme c'est fait, il est chef là-dedans, il doit prendre des décisions. Le chef d'à côté n'a rien à lui dire. Paris n'a rien à dire à Niamey. Paris le sait. Alors pour ça, je vous cite, je vous paraphrase, l'Afrique qui tient debout aujourd'hui est un squelette qui apprend à marcher. C'est une entité constituée d'États. Je m'arrête là. Une entité constituée d'États. L'on peut avoir l'impression... À travers des peuples. À travers les peuples. Les peuples d'abord, les États après. Je vous suis. L'on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas une Afrique, davantage d'Afrique subsaharienne, justement des Afriques, avec une dissonance de voix lorsqu'il s'agit de parler des sujets de portée internationale, lorsqu'il s'agit de parler de la résolution des litiges au sein des États et inter-États,
lorsqu'il s'agit même de définir la trajectoire idéologique, identitaire d'abord, parce qu'il y a un défi identitaire qui se pose, et définir la trajectoire idéologique, éducationnelle et certainement culturelle des pays africains, des peuples africains aujourd'hui. Que faire aujourd'hui? Les rapports entre le Niger et ses voisins, certains de ses voisins, sont questionnables. Les rapports entre les États d'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe, sont à apprécier à l'aune de la multipolarité, on va le dire ainsi. Chaque État, on a l'impression que chaque État veut s'affirmer individuellement au sein de l'Afrique, sans toutefois avoir une portée ou une vision commune aux communautés africaines. Que faire? D'accord. Pour finir. Vous posez la question des dissonances. Il y a un autre piège. Il ne faut pas tomber dans l'unanimisme, si vous voulez. Et il y a une idée qui veut que la seule fois où l'Afrique a vraiment vibré d'unité, c'est dans les années 70, la décennie 70, si vous voulez. Parce que, vous vous souvenez, Jacques, tout est concentré sur l'Afrique du Sud, l'apartheid et tout, et ça fédère les Africains, si vous voulez. La personne n'a rien à dire, tout le monde est d'accord, on ne distingue même plus les régimes autoritaires, démocratiques, tout ce qu'on peut imaginer, toutes ces notions-là. Ça passe partout, en réalité on n'en parle même pas. On est unis pour lutter contre l'odieux système d'apartheid. Vous parlez du Niger et ses voisins, vous parlez d'État, vous ne parlez pas du peuple, si vous voulez. Si on parle d'État, on parle encore des élites. Soyons clairs là-dessus. Vous connaissez ces histoires de sectes, ces histoires de fratrie, de confrérie que l'on nous a importées et qu'on a imposées chez nous, où toutes les élites doivent être soit rosicruciens, francs-maçons, membres de telle église de Way, ou encore la Voix, la ceci et cela à travers le monde. Tout ça vient un peu de France, des États-Unis, de n'importe où. Ça actionne les leviers des gouvernements, si vous voulez. Ça trahit parfois les émotions et les prises de position. Mais au fond, ça n'altère pas grand-chose en ce qui concerne les ressentiments des peuples. J'aime mieux vous dire que la plus grande opposition aujourd'hui, le plus grand soulèvement, je l'avais déjà dit, par rapport à l'éventualité d'une intervention militaire au Niger, vient du Nigeria. Et où le président a été le premier à menacer d'envoyer la force armée. Et son Sénat a dit non. 80% de son opinion publique aujourd'hui dit jamais. Et je vous assure que si on tente d'envoyer des forces au Niger, tout va s'écrouler comme un château de cartes, y compris au Nigeria. Il y aura des coups d'État partout. Coups d'État, oui, si vous voulez, des renversements de régime, disons cela comme ça. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, ce qu'on appelle coup d'État. J'ai entendu les Africains défendre la notion et tout. À mon avis, c'est des renversements de système, si vous voulez, de gouvernance. Et c'est tout. Coup d'État, ça n'a pas besoin de militaires. Ça se fait même sans les militaires. Mais rassurez-vous, sur les questions engageant la dignité et la fierté des Africains, ce sont les peuples qui parlent. Et ça transcende les résistances étatiques, ça transcende les combines et les machinations des élites. Je pense que c'est assez clair là-dessus. Je connais, y compris pour des petites questions au Cameroun, par exemple,
des choses liées à la chefferie traditionnelle, par exemple, où vous avez entendu certains acteurs recourir à des camarades de franc-maçonnerie, recourir à des camarades de la Rose-Croix, recourir à des églises, ainsi de suite, pour faire prévaloir leur position. Et souvent, ça marche, malheureusement. Mais ça marche pour un temps. Ça ne marche pas tout le temps, si vous voulez. Vous pouvez réunir toutes les confréries importées et tout ça, ça ne transcendera jamais la volonté populaire. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui se passe aujourd'hui, quand vous parlez de certains voisins du Niger, j'ai entendu parler du Togo, qui était très à la pointe pour une intervention, mais le jeune Niassibé vient d'où? Il a fallu près de 500 000 personnes qui fuient le pays. Il y a eu 1 millier de morts pour qu'il arrive au pouvoir, pour qu'on l'impose, si vous voulez. Donc, n'entrons pas dans cette mécanique d'analyser pays par pays. Que fait la Côte d'Ivoire? Que fait? Il y a une base militaire française en Côte d'Ivoire, à l'aéroport même d'ailleurs. Il y en a en Djamena, il y en a au Gabon. On peut être fier, en tant que Camerounais, on n'a jamais eu ces choses chez nous depuis les indépendances, mais on ne veut pas dire que pour autant nous sommes si meilleurs, si beaux, si forts. C'est une observation qui a son pesant d'or. Et pour vous dire simplement que des élites peuvent prendre des positions qui sont à contre-courant de l'histoire, si vous voulez, qui ne tiennent pas sur ce que pensent, y compris même leurs États, et même les peuples, si vous voulez. Vous avez vu le jeune président de la Fédération camerounaise de football qui s'est fourvoyé dans un match pour l'Ukraine à Londres. Alors que la position de son pays, c'est d'une neutralité exemplaire. Et, en fait, c'était pour des intérêts que nous ne contrôlons pas qu'il allait faire ça. Alors qu'en réalité, président de la Fédération camerounaise de football, c'est une personnalité nationale, si vous voulez. Et y compris d'ailleurs par rapport au courant populaire en Afrique, il n'aurait jamais dû. Et il y avait moins d'une semaine, il s'est montré en photo avec le jeune capitaine président du Burkina Faso. Et je ne pense pas qu'il peut remettre les pieds là-bas parce que c'est considéré comme un acte de trahison, si vous voulez. Les Africains en majorité, à défaut d'être reconnaissant à la Russie pour ce qu'elle et la Chine ont fait pour soutenir nos luttes de libération nationale, reste dans une neutralité conséquente, mais une neutralité offensive et même objective, si vous voulez. Donc, c'est très maladroit. Certainement que ce président de la FECAFOOT l'a fait pour des raisons qui tiennent à des connexions bizarres, sans aucun rapport, sans aucune emprise avec les réalités populaires ou étatiques. Mais néanmoins, il faut reconnaître aux gens la liberté, même individuellement. Tout comme d'ailleurs, le président de la FECAFOOT, c'est d'abord ce qu'on dirait une élite, une star, un père de famille, un homme libre qui a le droit de prendre ses positions. Elles peuvent simplement ne pas, c'était pour vous dire à un moment donné, corroborer ce qui est peut-être ou ce qui est vu comme l'intérêt national, ce qui est représenté comme la tendance, la mouvance générale. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Que des voisins du Niger bougent dans un sens ou dans l'autre, vous vous rendez bien compte qu'au fur et à mesure que les jours passent, ils battent en retraite et reculent un peu, si vous voulez. Ils ne peuvent plus exprimer des condamnations ou des résistances de manière trop officielle. Donc, sur ces entrefaits, s'il faut garder quand même quelque chose, je pense que tout se passe dans la considération initiale que les peuples ont les uns pour les autres.
En réalité, les Européens ne nous prennent pas pour des êtres humains comme eux, si vous voulez. Et la traite des Noirs, l'esclavage et tout, la colonisation, et maintenant la domination outrancière sur la finance internationale, l'économie internationale, pour eux, c'est quelque chose de normal. Parce que dans leurs discours, dans leurs idéologies, on continue d'être des sous-hommes, et des singes même, à la limite. Même comme les singes sont des créatures du Seigneur, ils ne leur reconnaissent pas une intelligence et des capacités de décider pour eux-mêmes. Voilà où nous en sommes. Et c'est ce qui explique un peu cette montée en puissance négative de la France et des autres pays à propos du Niger. Mais, rassurez-vous, les Nigériens tiendront. Les Nigériens tiendront. C'est sur ces mots du professeur Sanda Tomé que nous achevons cet entretien. À bientôt sur Africa TV.